C'est un syndicat qui se crée autour d'un problème public, qui est l'électrification. L'électrification de la banlieue parisienne, qui pose des problèmes d'accès universel au réseau. On a une banlieue qui est en croissance démographique et économique, donc se pose la question de l'accès au confort et à la modernité électrique de la population qui s'y trouve. Donc les communes au début agissent de manière isolée. On parle du cadre réglementaire et juridique, qui est la loi du 15 juin 1906, qui donne aux communes la responsabilité d'être autorité concédante des réseaux de distribution publique d'électricité. Et ces communes vont considérer que seules, face aux opérateurs, elles sont assez faibles et que donc il est nécessaire pour elles de s'unir comme elles l'ont fait dans d'autres services publics. Elles l'ont fait déjà en banlieue parisienne pour le gaz, elles l'ont fait pour les pompes funèbres. Et donc l'électricité est un des champs, un des domaines aussi où elles considèrent qu'elles seront plus fortes si elles s'unissent. Voilà. Et donc le syndicat, il a pour vocation, lorsqu'il est créé en 1924, de prendre la place, entre guillemets, des communes, enfin, en tout cas d'être leur relais vis-à-vis des opérateurs privés, pour essayer de négocier avec les opérateurs de bonnes conditions d'accès au réseau d'électricité en matière de tarifs, voilà, avoir des tarifs qui soient pas trop onéreux, et aussi pour avoir des investissements qui s'étendent le plus largement possible dans la banlieue, y compris dans les coins les plus reculés, qui n'intéressent pas nécessairement les opérateurs. Donc c'est vraiment l'action qui est au cœur de la naissance du syndicat, et qu'on va revoir d'ailleurs à l'ordre du jour dans les années 90, lorsque se poseront des questions pas identiques mais relativement similaires, quand on va avoir la problématique de l'accès au réseau à haut débit, ce qu'on appellera la fracture numérique. Se posent aussi des questions d'accès des territoires de manière égalitaire à ce service qui est considéré comme étant essentiel. Et donc le syndicat, le SCBPE, se transforme en SIPEREC puisqu'il rajoute une compétence pour gérer la question des télécommunications et haut débit. Voilà. C'est un peu le cœur de métier du syndicat pendant très longtemps. Le syndicat des communes de la banlieue parisienne pour l'électricité rassemble à sa création en 1924 autour de 70 communes, fédérées autour d'une personnalité qui joue un rôle central dans l'histoire de l'intercommunalité urbaine, qui est Théodore Tissier, conseiller d'État et également grand notable, l'archétype du notable, maire de Bagneux de 1899 à 1935. J'insiste, 1899-1935, parce que cette longévité, en quelque sorte, elle est aussi révélatrice, je dirais, de cet enracinement d'élites urbaines qui vont œuvrer au déploiement de l'intercommunalité dans ce que l'on appelle déjà, au début du XXe siècle, le Grand Paris. À l'origine, l'agglomération parisienne, c'est un territoire ségrégé, un territoire très clivé, avec des familles politiques divisées et voire même irréconciliables, si l'on pense bien sûr aux radicaux, aux forces politiques plus modérées, à l'émergence sur la scène politique du Parti communiste et de la banlieue rouge, et je dirais à une SFIO qui a marqué par ses grandes figures, si l'on pense à Henri Sellier, l'histoire des politiques départementales et plus généralement des politiques du département de la Seine. Pour autant, malgré donc ces clivages, malgré ces tensions, malgré ces ségrégations urbaines très fortes, les syndicats intercommunaux dans ce territoire vont très largement connaître un développement, aussi bien donc pour ce qui est du syndicat intercommunal de l'électricité, mais cela vaut également pour les expériences de l'intercommunalité du gaz, de l'intercommunalité des pompes funèbres, de l'intercommunalité de l'eau, de l'octroi, enfin de tout ce qui relève de ces grands services urbains qui contribuent en quelque sorte à forger une certaine cohésion sociale, politique, et à maintenir même, je dirais, une certaine paix sociale du fait de la performance de ces politiques publiques. Et vraiment, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point le succès de ces intercommunalités tient au compromis intercommunal, au fait justement que des élus comme les élus communistes, qui sont porteurs d'une radicalité, d'une vision révolutionnaire du changement du monde, vont au contraire faire preuve d'un certain réformisme, alors bien sûr officieux, mais qui dans leur pratique vont leur permettre de collaborer avec ceux qui sont leurs ennemis, en tout cas ceux qui sont présentés comme tels dans les organes de presse partisans du type l'Humanité par exemple, où il est inconcevable d'assumer ces liens, ces relations entre maires communistes, maires socialistes et maires conservateurs. Or, l'intercommunalité et son succès tient justement
à cette entente cordiale nouée entre élus qui se sont en grande partie professionnalisés, du fait même de ces différentes politiques publiques, qui ont contribué en effet à pacifier les expressions politiques et surtout à permettre une extension de ces réseaux. J'ajouterais que ce qui est également intéressant dans cette intercommunalité de l'électricité, c'est qu'à partir de 1932, la ville de Paris va devenir un membre de cette intercommunalité, alors que jusqu'à cette date de 1932, elle était tenue, je dirais, comme finalement le parent pauvre de toutes les dynamiques de coopération, puisqu'elle ne disposait pas de maire qui pouvait, comme en banlieue, nouer des collaborations étroites et forger donc de grands services publics intercommunaux. L'intercommunalité électrique, justement, a cette particularité aussi, c'est qu'elle va, dès le début des années 30, associer la ville de Paris, donc représentée, cela étant, par des hauts fonctionnaires de la préfecture, mais à cette aventure de l'électricité. Enfin, il faut ajouter autre spécificité, c'est on sait ô combien les électriciens sont des personnels très combatifs, qui ont cherché dès le début du XXe siècle à défendre un statut, des droits sociaux que beaucoup de catégories n'avaient pas. Et le syndicat intercommunal va jouer un rôle de médiation sociale très important auprès des compagnies électriques pour qu'elles cèdent en grande partie devant les revendications des organisations représentant donc les électriciens. Donc en fait, on a à la fois donc, une institution de compromis, compromis entre les maires de cultures politiques très différentes, compromis également entre les collectivités territoriales et les représentants de l'État, en l'occurrence la préfecture de la Seine, qui soutient également ce type de formation intercommunale, et également compromis entre les syndicats ouvriers, entre les élus et entre l'État, et bien sûr les compagnies qui s'efforcent justement de préserver la continuité du service public. La continuité du service public et donc en quelque sorte également la paix sociale. La première loi vraiment fondamentale qui existe, c'est la loi du 15 juin 1906. Il faut voir qu'auparavant, on avait une multitude de dispositifs juridiques qui existaient dans les villes, et d'ailleurs pas uniquement dans les villes, dans les communes de manière générale, qui passaient par la permission de voirie, l'autorisation de voirie, parfois la délégation de services publics, mais sans que finalement le législateur impose un cadre unique. Voilà, on laissait ça en fait en quelque sorte à l'appréciation des maires des communes. Le législateur, y compris d'ailleurs les compagnies privées, voient ce cadre comme étant source d'incertitude et même de sécurité pour leurs investissements, puisque ce qui intéresse les opérateurs, c'est aussi, quand ils font des investissements qui sont toujours capitalistiques, comme dans le cas de l'énergie, c'est d'être assuré d'avoir quand même un minimum de retour sur investissement, et donc de s'inscrire dans une durée plus longue. Et le principe de la concession permet cela, puisque la concession s'organise autour de la chose suivante: une collectivité locale, par exemple, donne à un opérateur un monopole territorial pour une durée de 30, 40 ans, selon les concessions. Et en échange, il y a des contreparties. C'est-à-dire que la collectivité locale a un droit de regard sur l'activité du concessionnaire. Le droit de regard, il s'opère sur deux pièces centrales de la concession. D'abord les tarifs, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle a son mot à dire sur la tarification qui va être faite pour ses usagers. Donc elle va négocier avec le concessionnaire des tarifs. Et également sur les investissements. Voilà, bon, vous avez une concession de 30 ans, en contrepartie, vous vous engagez à desservir l'ensemble du territoire communal, y compris les zones les moins rentables, sachant que les zones les plus rentables du territoire, celles qui sont dans l'hypercentre par exemple, ou à proximité de bâtiments qui sont consommateurs en électricité ou d'industrie, permettront de financer finalement par un mécanisme interne les investissements moins rentables. Donc voilà, donc la concession permet d'asseoir une forme de première solidarité, mais au niveau communal. Et donc la loi du 15 juin 1906 organise cela, puisqu'elle oblige les communes qui ne sont pas encore dotées de distribution d'électricité à avoir recours à la concession de services publics. Donc c'est une loi évidemment importante, puisqu'à partir de là, la puissance publique, non pas l'État, mais les communes, va commencer à s'immiscer de manière plus importante dans le comportement d'investissement des opérateurs, des compagnies privées. Ça, c'est la première étape. Progressivement, on va ensuite voir un nouvel acteur qui va émerger, qui est l'État, qui au départ se désintéressait
de l'énergie, considérait que c'était une énergie nouvelle, innovante, à l'avenir un peu incertain, notamment par rapport au gaz, qui avait des positions très fortes au niveau local. Et puis, à partir du premier conflit mondial, ou un petit peu avant, mais surtout 1910, 1920, 1930, l'État considère l'électricité comme un service public national. Il y a aussi des groupes sociaux qui vont mettre sur l'agenda politique la nécessité pour l'État de s'occuper de ces questions-là. Et donc, là, on voit apparaître un glissement, finalement, de l'échelon communal vers l'échelon national, où l'État va commencer lui aussi à s'immiscer dans la régulation de ce secteur. Dans la tarification, puisqu'il va commencer à poser des règles du jeu pour encadrer les tarifs, parfois d'ailleurs à la demande des communes, qui considèrent qu'elles sont un peu trop isolées et trop faibles par rapport aux compagnies privées, et aussi en matière d'investissement, pour faire en sorte que les opérateurs investissent à des périodes où ils n'ont pas forcément les capitaux pour le faire, ou alors des logiques d'actionnaires parfois les limitent dans leur capacité d'investissement. Donc voilà, c'est un glissement progressif qui va se faire à partir de l'entre-deux-guerres, et dont l'un des points importants va être 1946 évidemment, et la création d'EDF, donc la nationalisation des anciennes compagnies privées, où là vraiment on met au cœur de la régulation du service public l'État, qui devient la tutelle d'EDF, un monopole public, donc son actionnaire et la tutelle technique, mais avec cette ambiguïté, alors qui va être importante pour l'histoire du syndicat et des collectivités locales, qui est que on ne va pas abroger le régime de la concession locale, qui vient donc de la loi de 1906. Ce qui va ouvrir aussi une fenêtre un peu ou des marges de manœuvre pour les collectivités locales pour continuer à peser quand même sur les grands choix qui sont faits par l'État et par EDF, parce que ce n'est pas parce qu'on a nationalisé et créé un grand monopole qui incarne l'intérêt général que pour autant les questions ne se posent pas en termes d'accès des territoires à l'énergie électrique. EDF peut privilégier certaines zones, peut être la proie de lobbies, notamment le monde rural, qui va peut-être pousser à beaucoup plus investir dans les zones rurales que les zones urbaines. Et donc les élus du syndicat vont aussi se voir comme étant les défenseurs du territoire de la banlieue parisienne, y compris dans la période post-EDF, en essayant de jouer sur différents leviers, réseaux de ta reconnaissance, la connaissance des réseaux administratifs, des fédérations d'élus, comme la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, l'AMF, l'Association des maires de France, donc son président, Le Gallo, est très impliqué dans ces réseaux, pour essayer justement d'obtenir de l'État et d'EDF qu'ils soient plus attentifs finalement aux problématiques, aux questions que défendent les élus de banlieue, qui consistent à dire: ne nous oubliez pas, certes il y a d'autres territoires à desservir, mais nous aussi on a des besoins spécifiques en électricité. Donc vous voyez, cette question du service public, elle ne doit pas être pensée de manière trop univoque entre l'avant et l'après-nationalisation, y compris après la création d'EDF. Les élus se voient comme les défenseurs de leur territoire, car ils ne sont pas certains que l'État va complètement les défendre par rapport à d'autres priorités qui sont celles d'EDF. Et j'ajoute par rapport à ça que, en plus, les élus du syndicat vont être des alliés pour EDF, notamment sa direction de la distribution, dans les logiques internes de l'entreprise, puisque se pose aussi la répartition des investissements qu'on va faire entre la production, le transport et la distribution. Donc avoir du côté de la distribution à EDF un allié fort à travers le syndicat et les élus, évidemment c'est un atout en interne pour essayer de peser sur les jeux, les rapports de force qui vont permettre de faire des arbitrages pour que la distribution ne soit pas la parente pauvre du modèle EDF. Et Dieu sait si elle a longtemps été un peu la parente pauvre d'EDF par rapport à la production et au transport, qui étaient quand même dans l'entreprise des activités considérées comme étant plus nobles, c'est aussi le nucléaire, tout ça, que la distribution. Donc vous voyez, c'est un jeu assez complexe qui se met en place après-guerre et qui montre que le syndicat n'est absolument pas un acteur effacé. Il a son rôle à jouer, et il va, à travers ses élus, souvent de manière assez habile, essayer de naviguer pour essayer de peser sur ces arbitrages divers et variés. J'ai été maire longtemps, puis élu au conseil général de la Seine, après de la Seine-Saint-Denis. Villetaneuse, le centre de la ville, c'était surtout des paysans. Et puis il y avait des très très vieilles maisons, vraiment, c'était horrible. Il n'y avait rien dans Villetaneuse, ils n'avaient pas l'égout, ils n'avaient rien, et il a fallu faire tout ça. Et c'était pas que Villetaneuse, je crois que c'était pareil dans d'autres villes. Enfin, nous, on avait fait un conseil municipal avec les communistes, les socialistes, et puis des sans-partis, en particulier ceux qui avaient participé un peu à la libération de la ville, vous voyez.
Puis je vous dis, j'ai fait partie de la génération qui a lutté pour le droit de vote des femmes et le droit d'être élue. Ça a été à peu près en même temps. Et on n'avait même pas le droit de vote au début, hein. Pierrette Petitot, donc, qui est maire communiste de Villetaneuse, va prendre des responsabilités dans la gestion du syndicat intercommunal donc, au tournant des années 60, est une exception. Les femmes sont marginalisées de la scène intercommunale comme elles le sont de la scène municipale, hein, puisque ce sont les conseils municipaux qui mandatent leurs délégués, et très peu de femmes sont jugées suffisamment armées pour représenter leur ville dans ces grands syndicats techniques que sont l'électricité, l'eau ou le gaz, pour prendre ces trois exemples. Les femmes, dans la vie municipale, elles sont cantonnées à ces représentations qui les associent finalement à la vie familiale. Elles sont mères adjointes à l'enfance, aux personnes âgées, à la santé, mais en aucun cas à des questions en revanche beaucoup plus nobles, beaucoup plus techniques, comme les finances ou comme l'électricité. Donc l'histoire du syndicat intercommunal de l'électricité, devenu Sypérec, c'est un monde d'hommes. Mais cela vaut également pour les ingénieurs, pour les électriciens, pour les hauts fonctionnaires des préfectures, qui eux aussi sont prédominés par la gente masculine. Et l'élection en 2008 d'une femme à la tête du syndicat intercommunal de l'électricité, déjà le Sypérec à l'époque, à savoir Catherine Pège, qui était maire de Bobigny, est là aussi une exception. Une exception qu'il faut noter. On identifie une première période qui est 1880-1924. Là, c'est la période qui va précéder la création du syndicat. On va retracer aussi les débuts de l'électrification, qui sont des débuts qui se font par petites plaques locales autour de quelques communes, avec des quartiers qui vont progressivement être desservis par l'électricité, donc de manière un peu parfois anarchique. Il n'y a pas d'autorité centrale qui va coordonner, contrôler tout cela. Donc c'est vraiment, les communes sont au cœur de la distribution. Donc ça, c'est la première période. Deuxième période, on est dans les années 20-30, le syndicat vient d'être créé et on l'a poursuivi jusqu'à la fin des années 70. Là, c'est une période de changement assez importante, notamment sur le plan institutionnel, économique, puisque le service public qui était là jusqu'à présent un service public local, très ancré localement sur les territoires, va commencer à devenir un service public national. L'État intervient, les opérateurs se concentrent de plus en plus, on a abouti à un oligopole national et ensuite à la création d'EDF, qui est un peu la poursuite de ce mouvement en 1946 à travers la nationalisation. L'État, qui était un acteur assez effacé, va devenir un protagoniste important du service public, puisqu'il aura ensuite la tutelle d'EDF après 1946. Sur la période post-création d'EDF, le syndicat a sa place dans la régulation du service public, il reste un acteur important, mais cette place va progressivement s'étioler, notamment dans les années 60 et 1970, au fur et à mesure que se met en place justement ce service public national, que les tarifs sont complètement péréqués, c'est-à-dire qu'ils sont uniformisés sur le territoire, que EDF a beaucoup plus la main finalement sur la gestion des investissements. Et là on assiste à un syndicat qui est encore vivace, certes, mais qui va progressivement perdre un peu en vitesse. D'ailleurs ces élus considérant qu'il y a d'autres domaines qui sont peut-être plus intéressants à investir que le syndicat, parce que l'électrification en surface est complètement achevée dans les années 60 en région parisienne. Alors il y a toujours des endroits où il faut renforcer les réseaux, il y a le problème de la qualité des réseaux, mais globalement l'électricité n'est pas forcément perçue comme un enjeu public majeur pour beaucoup d'élus. Et ils considèrent que c'est un peu la chose de l'État et d'EDF. Voilà. Donc la troisième période, c'est une période qu'on débute fin des années 70, début des années 80, qu'on qualifie de renaissance de l'action syndicale. Globalement, le syndicat est quand même en perte de vitesse quand s'amorce, à la fin des années 80, un événement important qui va marquer sa renaissance et qui est le processus de libéralisation
qui est mis en place au niveau européen avec l'aval des gouvernements français successifs. Ce n'est pas quelque chose qui est subi. Les gouvernements vont le négocier, mais seront d'accord aussi pour modifier la gestion et les formes de régulation du service public. Et alors cet événement qui est important parce que précisément le syndicat va être sollicité par EDF au début des années 1990 pour négocier un nouveau contrat de concession. Chose qui n'avait pas été le cas précédemment, puisqu'il n'y avait pas lieu finalement de négocier un contrat. EDF étant le concessionnaire unique, est en position de force. Les élus ne voulant pas forcément remettre en question les avantages financiers assez importants qu'ils avaient obtenus de l'État, en restait à ce contrat qui datait de l'entre-deux-guerres. Là, en 1990, cette fois, on est obligé de renégocier les contrats pour une raison très simple, c'est qu'on est dans un vide juridique, et donc il est possible que, pour EDF, mais aussi pour le syndicat, que les compagnies privées ou que la Commission européenne s'engouffrent dans le vide juridique pour remettre complètement en question le modèle français de service public. Et donc EDF va anticiper, avec l'accord de l'État, ce processus pour prendre les devants et négocier avec la quasi-totalité des autorités concédantes existantes sur le territoire un nouveau modèle de cahier des charges. Donc le syndicat est interpellé en 1991, les négociations vont durer 3 ans, et se conclure par un nouveau cahier des charges en 1994, où le syndicat obtient un peu plus d'avancées. Il a plus son mot à dire sur les investissements, sur le contrôle de la qualité des réseaux, et surtout il maintient les avantages financiers qui étaient les siens précédemment, qui se montent quand même à l'époque à quelques 120 millions de francs, donc c'est pas négligeable non plus pour les caisses communales. Et ce sera le début en fait d'un renouveau de l'action syndicale, puisque au fur et à mesure que le processus d'ouverture du marché va se mettre en place, les élus et le syndicat va monter en compétence, va monter en puissance, va regagner en expertise pour jouer pleinement son rôle d'autorité concédante. Donc ça veut dire concrètement, il va regarder chaque année les comptes rendus de concessions qui sont envoyés par EDF pour voir si EDF répond bien à ses obligations. Il va commencer à s'intéresser au tarif, ce qu'on appelle le tarif d'acheminement, qui est payé par les utilisateurs des réseaux, pour voir si finalement ce tarif qui est défini par l'État correspond bien à des charges réelles, s'il n'y a pas de surfacturation en quelque sorte. Ce sera non seulement un acteur local, un acteur territorial sur la dynamique du Grand Paris, mais il va devenir un acteur très important dans les recompositions nationales. Le syndicat va beaucoup œuvrer au niveau national pour demander encore davantage de choses à EDF et à l'État, remettre en question des décisions. Et puis, si on en vient à sa deuxième compétence plus récente, qui est celle des télécoms au débit, le syndicat va réclamer avec d'autres collectivités locales des prérogatives que les collectivités n'avaient pas, et donc arracher des lois, des réglementations qui lui permettent d'être un acteur beaucoup plus présent sur ce champ-là, alors que jusqu'à présent, les collectivités locales étaient quasiment absentes. C'était France Télécom et son ancêtre, si j'ose dire, la Direction Générale des Télécommunications, qui étaient les acteurs de poids dans ces secteurs-là. Deuxième mouvement, c'est l'intercommunalité et puis la problématique du Grand Paris qui commence à apparaître sur la scène institutionnelle et qui questionne aussi l'action du syndicat, avec une actualité assez récente à travers la loi qui a créé le Grand Paris très récemment, donc qui est aussi une autre tendance de fond qui va tendre à recomposer finalement l'action syndicale. Comment garantir, maintenir un service public de l'électricité dans les territoires qui sont, je dirais, les moins attractifs, qui ne sont justement pas ceux du Grand Paris et ceux du syndicat Syperec. Et également donc un second enjeu qui me semble tout aussi fondamental, qui est celui de la précarité énergétique. Précarité énergétique qui constitue donc justement un des champs aujourd'hui de compétences de ces intercommunalités, avec aussi la question des énergies renouvelables, mais qui sont elles aussi relativement marginales encore aujourd'hui dans les activités du Syperec. Bon, il y a beaucoup d'enjeux qui se posent aujourd'hui au Syperec. D'abord, il y a à continuer, je dirais, à être un acteur de l'élaboration d'un nouveau modèle de service public. Le modèle de service public qui est issu de la libéralisation n'est pas encore complètement établi. Voilà, il y a encore des rapports de force, des jeux d'acteurs,
des doctrines qui sont encore différentes. Et là, le CIPAC a tout à fait sa place, et d'ailleurs l'a prise depuis plusieurs années pour être un acteur de la réinvention finalement de ce modèle de service public, notamment qui va être lié à la question de la péréquation tarifaire, au lien entre rural et urbain, effectivement. Donc ça, c'est un chantier important, et le CIPAC va continuer, je pense, encore pendant quelques années, puisque le processus n'est pas terminé. Il y a aussi l'enjeu de ce qu'on appelle communément la transition énergétique, qui est apparu dans le vocabulaire depuis quelques années, qui est là aussi quelque chose dont doit se saisir le syndicat, et notamment avec cette idée de faire des liens finalement entre la logique de gestion des réseaux et ce qui intéresse plus largement les métropoles, l'urbanisme, les politiques de transport, la précarité, des politiques donc diverses et variées, pour lesquelles l'énergie est une des composantes. Et ce qu'on reprochait parfois aux syndicats, c'était justement d'être un peu trop cantonné à son précaré ou sa mission première, on ne peut pas lui en vouloir non plus, qui était d'être un peu dans une logique de régulation du marché, de peser par rapport aux opérateurs, par rapport à EDF, mais n'être pas assez connecté finalement aux politiques publiques qui étaient sur son territoire. Voilà. Donc c'est un petit peu enfermé dans sa tour de Babel, entre guillemets. Et ça, c'est un vrai enjeu pour assurer la transition énergétique, parce qu'on sait que la transition énergétique, elle se jouera beaucoup dans les villes. Et donc, voilà, comment aussi le syndicat, par sa capacité d'action, par les financements qui sont les siens, va pouvoir mobiliser des fonds, de l'expertise pour essayer de promouvoir des villes plus durables, comme on le dit encore communément. Je crois que c'est un problème, enfin un enjeu important, et c'est lié d'ailleurs à la problématique du Grand Paris aujourd'hui, où on a reproché souvent au syndicat d'être un peu isolé, et donc c'est aussi se faire redécouvrir par les élus locaux, par les communes, retisser des liens nouveaux, monter aussi en expertise sur des champs, sur des domaines sur lesquels le syndicat n'était pas, mais assez naturellement non plus, c'était pas sa mission première, comme l'aménagement, l'urbanisme, voilà. Donc retisser des liens plus complexes, plus étroits, avec plus d'acteurs et sur beaucoup plus de politiques publiques que celles qu'il a pu toucher jusqu'à présent. Donc c'est un vrai chantier, et bon, il est un peu tôt pour savoir comment il va se terminer, puisqu'on en est un peu au début, mais c'est vraiment ce qui est sous-jacent, je pense, à la construction du Grand Paris dans les années à venir.